Emma Orczy, la femme au grand chapeau. Lady Molly a toujours pensé que, si le doigt du destin avait élu le Matisse dans Regent Street plutôt que le Lyons comme l'endroit le plus recommandé pour prendre une tasse de thé, cet après-midi-là, M. Culledon serait encore en vie à l'heure actuelle. Ma chère Lady est tout à fait sûre, et il est inutile de dire que je partage sa confiance en elle-même, qu'elle aurait anticipé les intentions du meurtrier et ainsi empêché l'un des crimes les plus cruels et les plus insensibles qui ait jamais été perpétré au cœur de Londres. Elle et moi avions assisté à une matinée de Trilby et prenions le thé chez Lyons, qui se trouve exactement en face du café viennois Matisse, dans Regent Street. De l'endroit où nous étions assises, nous avions une vue sur la rue et sur le café qui avait été très fréquenté au cours de la dernière heure. Nous nous étions attardés sur notre muffin grillé jusqu'à 6 heures passées, lorsque notre attention fut attirée par l'agitation inhabituelle qui s'était produite à la fois à l'extérieur et dans la place brillamment éclairée de l'autre côté de la rue. Nous vîmes 2 hommes sortir en courant par la porte et revenir 1 minute ou 2 plus tard en compagnie d'un policier. Vous savez quel est le résultat inévitable d'une telle procédure à Londres. Au bout de 3 minutes, une foule s'était rassemblée devant le Matisse. 2 ou 3 agents de police supplémentaires s'étaient déjà rassemblés et eurent quelques difficultés à garder l'entrée libre de tout intrus. Mais déjà, ma chère Lady, aussi fougueuse qu'un pointeur, avait payé en hâte sa note et, sans attendre de voir si je la suivais ou non, avait rapidement traversé la route et, l'instant d'après, sa forme gracieuse s'était perdue dans la foule. Poussé par la curiosité, je la suivis et je l'aperçus en pleine conversation avec l'un de nos hommes. J'ai toujours pensé que Lady Molly devait avoir des yeux à l'arrière de la tête, sinon comment aurait-elle pu savoir que je me tenais derrière elle? Quoi qu'il en soit, elle me fit signe et nous entrâmes ensemble chez Matisse, au grand étonnement et à la colère de la foule moins fortunée. L'endroit, habituellement gai, était en effet tristement transformé. Dans un coin, les serveuses, coiffées de jolis bonnets et tabliers, s'étaient rapprochées et chuchotaient avec empressement, tout en jetant des regards furtifs aux petits groupes rassemblés devant l'une de ces jolies alcôves qui, comme vous le savez, bordent les murs tout autour de la grande salle de thé de Matisse. Ici, 2 de nos hommes étaient occupés avec un crayon et un carnet de notes, tandis qu'une serveuse aux cheveux clairs, en sanglots, leur donnait apparemment un grand nombre d'informations inutiles et confuses. L'inspecteur en chef Saunders avait, si j'ai bien compris, déjà été appelé. Les constables, confrontés à cette extraordinaire tragédie, jetaient des regards inquiets vers l'entrée principale, tout en posant les questions conventionnelles à la jeune serveuse. Et dans l'alcôve elle-même, surélevée du sol de la pièce par quelques marches moquettées, la cause de toute cette agitation, de toute cette anxiété et de toutes ces larmes, était assise, recroquevillée sur une chaise, les bras allongés en travers de la table au plateau de marbre, sur lequel l'attirail habituel du thé de l'après-midi était encore éparpillé. La partie supérieure du corps, molle, comme invertébrée et en désordre, à moitié appuyée contre le mur, à moitié retombant sur les bras tendus, racontait très clairement son étrange mort. Avant que ma chère Lady et moi ayons eu le temps de poser la moindre question, Saunders était arrivé en taxi. Il était accompagné du docteur Thomson, médecin militaire qui s'était immédiatement occupé du mort, tandis que Saunders se rendit rapidement auprès de Lady Molly. « Le chef a suggéré de vous faire venir, dit-il rapidement. Il vous téléphonait quand je suis parti. Il y a une femme dans cette affaire et nous allons beaucoup compter sur vous. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda ma chère Lady, dont les beaux yeux brillaient d'excitation à la simple évocation de l'affaire. « Je n'ai que quelques détails épars, répondit Saunders, mais le témoin principal est la jeune fille aux cheveux blonds qui se trouve là-bas. Nous ferons ce que nous pourrons auprès d'elle dès que le docteur Thomson nous aura donné son avis. »
Le médecin militaire, qui s'était agenouillé près du mort, se leva et se tourna vers Saunders. Son visage était très grave. « L'affaire est assez simple en ce qui me concerne, dit-il. L'homme a été tué par une terrible dose de morphine, administrée sans doute dans son chocolat, ajouta-t-il en montrant une tasse dans laquelle traînaient encore les gouttes froides de l'épais breuvage. « Mais quand cela s'est-il produit ?» demanda Saunders en se tournant vers la serveuse. « Je ne pourrais pas le dire, » répondit-elle, visiblement nerveuse. « Le monsieur est arrivé très tôt avec une dame, vers 4 heures. Ils se sont dirigés directement vers cette alcôve. L'endroit commençait juste à se remplir et la musique avait commencé. Et où est la dame maintenant ? Elle est partie presque immédiatement. Elle avait commandé du thé pour elle et une tasse de chocolat pour monsieur, ainsi que des muffins et des gâteaux. Environ 5 minutes plus tard, alors que je passais devant leur table, je l'ai entendu lui dire « Je crains de devoir partir maintenant, sinon Jane sera fermée, mais je serai de retour dans moins d'une demi-heure. Vous m'attendrez, n'est-ce pas ?» Le monsieur avait-il l'air d'aller bien à ce moment-là ? « Oh oui, » dit la serveuse. Il venait de commencer à siroter son chocolat et a simplement dit « à bientôt », tandis qu'elle ramassait ses gants et son manchon et sortait de la boutique. « Et elle n'est pas revenue depuis ? » ?»« Non. » « Quand avez-vous remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas chez ce monsieur ?» demanda Lady Molly. « Je l'ai regardé 1 ou 2 fois en montant et en descendant, car il semblait s'être écroulé d'un coup. Bien sûr, j'ai pensé qu'il s'était endormi et j'en ai parlé à la patronne, mais elle a pensé que je devais le laisser tranquille pendant un certain temps. Ensuite, nous avons été très occupés et je n'ai plus fait attention à lui jusqu'à environ 6 heures, lorsque la plupart des clients du thé de l'après-midi étaient partis et que nous commencions à préparer les tables pour les dîners. C'est alors que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cet homme. J'ai appelé la directrice et nous avons prévenu la police. »« Et la dame qui était avec lui au début, comment était-elle ? La reconnaîtriez-vous » demanda Saunders. « Je ne sais pas, » répondit la jeune fille. « Voyez-vous, je dois m'occuper de tant de monde dans l'après-midi que je ne peux pas remarquer chacun d'eux. Et elle portait un de ces énormes chapeaux en forme de champignon. Personne n'aurait pu voir son visage, pas plus que son menton, à moins de regarder juste sous le chapeau. »« Vous reconnaîtriez le chapeau ?» demanda Lady Molly. « Je pense que oui, » dit la serveuse. « Il était en velours noir et avait beaucoup de plumes. Il était énorme, » ajouta-t-elle, avec un soupir d'admiration et de nostalgie pour ce couvre-chef monumental. Pendant le récit de la jeune fille, l'un des constables avait fouillé les poches du mort. Il avait trouvé, entre autres, plusieurs lettres adressées à Mark Culledon, Esquire, certaines avec une adresse à Lombard Street, d'autres avec une adresse à Fitzjohn Avenue, Hampstead. Les initiales MC, qui figuraient à la fois sur le chapeau et sur la monture en argent d'un porte-lettres appartenant à l'infortuné gentleman, prouvaient sans l'ombre d'un doute son identité. Une maison dans Fitzjohn's Avenue ne suggère pas, d'une manière ou d'une autre, un établissement pour célibataires. Pendant que Saunders et les autres hommes examinaient les affaires du défunt, Lady Molly avait déjà pensé à sa famille, des enfants, peut-être une femme, une mère, qui sait ? Quelle affreuse nouvelle à annoncer à une famille heureuse et sans méfiance, qui s'attend peut-être en ce moment même au retour de son père, de son mari ou de son fils, au moment même où il gît assassiné sur une place publique, victime d'un affreux complot ou d'une vengeance féminine. Comme le diraient nos aimables amis parisiens, il sautait aux yeux qu'il y avait une femme dans l'affaire, une femme qui avait porté un chapeau gigantesque dans le but évident de ne pas être identifiée lorsque la question de la compagne de la malheureuse victime, cet après-midi-là, se poserait. Et tout s'est fait à mettre sous les yeux d'une femme enceinte ou d'une mère angoissée. Comme vous l'avez sans doute déjà pressenti, Lady Molly prit cette tâche difficile à bras-le-corps.
Elle et moi, nous nous rendîmes ensemble à l'Orbury House, Fitzjohn's Avenue, et lorsque nous demandâmes au valet qui nous avait ouvert la porte si la maîtresse était à la maison, on nous répondit que Lady Irene Culledon se trouvait dans le salon. Mon histoire n'est pas un récit sentimental, je ne vais donc pas m'attarder sur cet entretien qui fut l'un des moments les plus douloureux que je me souvienne avoir vécu. Lady Irene était jeune, elle n'avait pas 25 ans, je dirais petite et d'apparence frêle, mais avec une certaine tranquillité dans ses manières qui étaient des plus impressionnantes. Elle était irlandaise, comme vous le savez, fille du comte d'Athville et, semble-t-il, avait épousé M. Markeldon, malgré l'opposition farouche de sa famille, qui était aussi désargentée qu'aristocratique, tandis que M. Culledon avait de grandes perspectives et un splendide commerce, mais ne possédait ni ancêtres ni relations haut placées. Elle n'était mariée que depuis 6 mois, pauvre petite âme, et d'après tous les témoignages, elle devait idolâtrer son mari. Lady Molly lui annonça la nouvelle avec un tact infini, mais c'était ainsi. C'était un coup terrible, n'est-ce pas, à porter à une jeune épouse, maintenant veuve. Et il y avait si peu de choses qu'un inconnu pouvait dire dans ces circonstances. Même la voix douce de ma chère lady, son éloquence persuasive, ses paroles bienveillantes, semblaient vides et conventionnelles en face d'un chagrin aussi épouvantable. Chapitre 2. Bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que l'enquête révèle quelque chose de la vie intime de l'homme assassiné, qu'elle permette, en fait, au public trop impatient de jeter un coup d'œil dans le verger secret de M. Markeldon, où se promenait une dame qui portait des chapeaux de velours anormalement grands et qui nourrissait dans son cœur l'une de ces terribles rancunes contre un homme qui ne peut trouver satisfaction que dans le crime. De même, bien sûr, l'enquête ne révéla rien que le public ne sache déjà. La jeune veuve était extrêmement réticente à aborder le sujet de la vie de son défunt mari, et les domestiques étaient tous des nouveaux venus, lorsque le jeune couple, tout juste rentré de sa lune de miel, organisa son nouveau foyer à l'Orbury House. Une vieille tante du défunt, madame Steinberg, vivait avec les Culledon, mais elle était très malade en ce moment. Quelqu'un dans la maison, l'un des jeunes domestiques probablement, lui avait très bêtement raconté tous les détails de l'horrible tragédie. Avec une force tout à fait étonnante, l'invalide insista alors pour faire une déclaration sous serment qu'elle souhaitait voir placée devant le jury du coroner. Elle souhaitait témoigner solennellement de l'intégrité de son défunt neveu, Markeldon, au cas où la personnalité de la mystérieuse femme au grand chapeau suggérerait à des esprits mal intentionnés une quelconque idée de scandale. Markeldon était le seul neveu que j'aimais, déclara-t-elle avec une insistance solennelle. Je lui ai montré mon amour en lui léguant la grande fortune que j'ai héritée de feu M. Steinberg. Marc était l'honneur incarné, sinon j'aurais dû le rayer de mon testament comme je l'ai fait pour mes autres neveux et nièces. J'ai été élevé dans un foyer écossais et je déteste toute cette rapidité et cette intelligence moderne qui ne sont que d'autres mots pour ce que j'appelle la prodigalité. Inutile de dire que la déclaration de la vieille dame, aussi solennelle fût-elle, n'était d'aucune utilité pour élucider le mystère qui entourait la mort de M. Markeldon. Mais comme madame Steinberg avait parlé d'autres neveux, qu'elle avait exclus de son testament en faveur de l'homme assassiné, la police mena des enquêtes dans ces différents milieux. M. Markeldon avait certainement plusieurs frères et sœurs, ainsi que des cousins, qui, à différents moments, généralement pour une peccadille ou une autre, semblaient s'être attirés les foudres de la vieille dame au caractère bien trempé. Mais il ne semblait pas qu'il y ait eu de malaise dans la famille à cause de cela. Madame Steinberg était seule maîtresse de sa fortune. Elle aurait pu tout aussi bien la léguer en totalité à un hôpital plutôt qu'à un neveu particulier qu'elle favorisait, et les différentes parties étaient heureuses, dans l'ensemble, que l'argent reste dans la famille plutôt que d'être jeté à l'étranger.
Le mystère entourant la femme au grand chapeau s'épaissit au fil des jours. Comme vous le savez, plus il s'écoule de temps entre un crime et l'identification du criminel, plus ce dernier a de chances de rester en liberté. Malgré les efforts et les interrogatoires minutieux de tous les employés du Matisse, personne ne put donner une description très précise de la dame qui avait pris le thé avec le défunt lors de cet après-midi fatidique. La première lueur d'espoir sur ce mystérieux événement fut jetée, environ 3 semaines plus tard, par une jeune femme nommée Catherine Harris, qui était femme de chambre à Lorbury House, lorsque Monsieur et Lady Irene Culledon étaient rentrés de leur lune de miel. Je dois vous dire que Madame Steinberg était décédée quelques jours après l'enquête. L'émotion avait été trop forte pour son cœur affaibli. Juste avant sa mort, elle avait déposé 250 livres sterling chez son banquier, somme qui devait être versée à toute personne fournissant des informations susceptibles de permettre l'arrestation et la condamnation du meurtrier de M. Markleton. Cette offre avait stimulé le zèle de tous et, je suppose, avait amené Catherine Harris à prendre conscience de ce qui avait été pendant tout ce temps son devoir évident. Lady Molly la vit dans le bureau privé du chef et eut beaucoup de mal à démêler les fils du récit confus de la jeune fille. Mais le point principal de l'histoire de mademoiselle Harris était qu'une dame étrangère était venue à Lorbury House une semaine environ après le retour de lune de miel du maître et de la maîtresse. Lady Irene était sortie à ce moment-là et M. Culledon avait vu la dame dans son fumoir. C'était une très belle dame, expliqua mademoiselle Harris, et elle était magnifiquement habillée. Portait-elle un grand chapeau demanda le chef. Je ne me souviens pas s'il était particulièrement grand, répondit la jeune fille. Mais vous vous souvenez de l'allure de la dame suggéra Lady Molly. Oui, assez bien. Elle était très très grande et très belle. Vous la reconnaîtriez si vous la voyiez à nouveau, répliqua ma chère lady. Oh oui, je pense que oui, répondit Catherine Harris. Malheureusement, au-delà de cette assurance, la jeune fille n'avait rien pu dire de très précis. Il semble que l'inconnu soit resté près de M. Culledon pendant environ 1 heure, au terme de laquelle Lady Irene était rentrée à la maison. Le majordome étant absent cet après-midi-là, c'est mademoiselle Harris qui avait fait entrer sa maîtresse, et comme cette dernière ne posait aucune question, la jeune fille n'annonça pas spontanément que son maître avait une visiteuse. Elle retourna dans la salle des domestiques, mais 5 minutes plus tard, la cloche du fumoir retentit, et elle dut remonter en courant. La dame étrangère était alors seule dans le hall et attendait manifestement qu'on lui montre la sortie. Mademoiselle Harris s'exécuta, puis M. Culledon sortit de son bureau, et, selon les mots très crus de la jeune fille, il s'était montré épouvantable. « Je ne savais pas que j'avais fait quelque chose de si mal, » expliqua-t-elle, « mais le maître semblait furieux et a dit que je n'étais pas une domestique digne de ce nom, sinon j'aurais su que les visiteurs ne devaient pas entrer tout de suite comme ça. J'aurais dû répondre que je ne savais pas si M. Culledon était là, que j'irais voir. Oh, il s'en est pris à moi, poursuivit Catherine Harris d'un ton volubile. Et je suppose qu'il s'est plaint à la maîtresse, car elle m'a prévenu le lendemain. Et vous n'avez jamais revu la dame étrangère depuis, conclut Lady Molly. Non, elle n'est jamais venue pendant que j'étais là. Au fait, comment avez-vous su qu'elle était étrangère? Parlait-elle comme une étrangère? Oh non, répondit la jeune fille, elle n'a pas dit grand-chose, elle a seulement demandé M. Culledon, mais elle avait l'air d'une Française. Ce raisonnement sans réplique conclut la déclaration de Catherine. Elle était très désireuse de savoir si la dame étrangère était pendue pour meurtre, elle recevrait les 250 livres sterling. Sur l'assurance de Lady Molly que ce serait certainement le cas, elle s'en alla, apparemment satisfaite.
Chapitre 3. Eh bien, nous ne sommes pas plus avancés qu'avant, dit le chef avec un soupir impatient quand la porte se fut refermée derrière Catherine Harris. Vous trouvez répliqua Lady Molly d'un ton calme. Pensez-vous que ce que nous venons d'entendre nous a aidés à découvrir qui était la femme au grand chapeau rétorqua le chef d'un ton quelque peu agressif. Peut-être pas, répondit ma chère Lady avec son doux sourire, mais cela peut nous aider à découvrir qui a assassiné M. Culledon. Avec cette déclaration énigmatique, elle fit taire le chef et sortit finalement de son bureau, suivie par sa fidèle Mary. À la suite des indications de Catherine Harris, la description de la dame recherchée pour le meurtre de M. Culledon fut très largement diffusée et 2 jours après l'entrevue avec l'ex-femme de chambre, une autre entrevue très importante eut lieu dans le même bureau. Lady Molly travaillait avec le chef sur quelques rapports, tandis que je prenais des notes scénographiques sur un bureau annexe, lorsqu'une carte fut apportée par l'un des hommes, et l'instant d'après, sans attendre la permission d'entrer ou d'être annoncée plus formellement, une magnifique apparition fit littéralement irruption dans le petit arrière-bureau couvert de poussière, l'emplissant d'une atmosphère de violettes de Parme et de cuir de Russie. Je crois que je n'avais jamais vu une plus belle femme de ma vie. Grande, avec une silhouette splendide et un port parfait, elle me rappelait vaguement les portraits que l'on voit de feu l'impératrice d'Autriche. Cette dame était d'ailleurs habillée à la perfection et portait un grand chapeau orné d'une quantité de plumes. Le chef s'était instinctivement levé pour la saluer, tandis que Lady Molly, immobile et placide, la regardait avec un sourire perplexe. « Vous savez qui je suis, monsieur ?» commença la visiteuse dès qu'elle se fut gracieusement enfoncée dans un fauteuil. « Mon nom est sur cette carte. Mon apparence, si j'ai bien compris, correspond exactement à celle d'une femme qui est censée avoir assassiné Mark Culledon. » Elle avait dit cela avec un tel calme, une telle maîtrise de soi, que j'ai littéralement sursauté. Le chef, lui aussi, semblait avoir été métaphoriquement soulevé de terre. Il essaya de marmonner une réponse. « Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur !» l'interrompit-elle avec un sourire. « Ma logeuse, mon domestique, mes amis ont tous lu la description de la femme qui a assassiné M. Culledon. Depuis 24 heures, je suis surveillé par votre police, c'est pourquoi je suis venu vous voir de mon propre chef avant qu'il ne vienne m'arrêter dans mon appartement. J'ai bien fait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec cette même froide indifférence qui était si surprenante compte tenu du sujet de sa conversation. Elle parlait anglais avec un accent étranger à peine perceptible, mais je compris très bien ce que Catherine Harris avait voulu dire lorsqu'elle avait déclaré que la dame avait l'air d'une Française. Elle n'avait certainement pas l'air anglaise, et lorsque je vis son nom sur la carte que le chef avait remise à Lady Molly, j'ai tout de suite pensé qu'elle était viennoise. Mademoiselle Elisabeth Lowenthal avait tout le charme, la grâce, l'élégance que l'on associe aux femmes autrichiennes plus qu'à celles de toute autre nation. Il n'était pas étonnant que le chef ait eu du mal à lui dire qu'en fait, la police était sur le point de demander un mandat d'arrêt le matin même pour l'inculper d'homicide volontaire. « Je sais, dit-elle, semblant deviner ses pensées. Mais laissez-moi vous dire tout de suite, monsieur, que je n'ai pas tué Mark Culledon. Il m'a traité honteusement et j'aurais volontiers fait un scandale juste pour le contrarier. Il était devenu si respectable et si droit. Mais entre le scandale et le meurtre, il y a un large fossé. Ne pensez-vous pas, madame ?» ajouta-t-elle en se tournant pour la première fois vers Lady Molly. « Sans aucun doute, » répondit ma chère Lady avec le même sourire interrogateur. « Un large fossé que, sans aucun doute, mademoiselle Elisabeth Lowenthal sera la mieux placée pour démontrer au magistrat demain, » répliqua le chef avec une sévérité tout officielle. Il me sembla que, pendant quelques secondes, la dame perdit son assurance à cette suggestion évidente, que l'éclat de ses joues sembla disparaître,
et que deux rides dures apparurent entre ses yeux fins. Mais, effrayée ou non, elle se ressaisit rapidement et reprit tranquillement. Maintenant, mon cher monsieur, comprenons-nous. Je suis venu ici dans ce but précis. Je suppose que vous ne voulez pas que votre police ait l'air ridicule, pas plus que je ne veux d'un scandale. Je ne veux pas que des détectives tournent autour de mon appartement, interrogent mes voisins et mes domestiques. Ils découvriraient rapidement que je n'ai pas assassiné Markleton, bien sûr, mais l'atmosphère de la police me poursuivrait, et je préfère les violettes de Parme, ajouta-t-elle, en portant à son nez un mouchoir délicatement parfumé. « Vous êtes donc venu faire une déclaration ?» demanda le chef. « Oui, répondit-elle, je vais vous dire tout ce que je sais. Monsieur Culledon s'était engagé à m'épouser. Puis il a rencontré la fille d'un comte et a pensé qu'il l'aimerait mieux comme épouse qu'une simple mademoiselle Lowenthal. Je suppose que je dois être considéré comme un mariage indésirable pour un jeune homme qui a une tante très respectable et snob, qui ne lui laisserait tout son argent qu'à la condition qu'il fasse un mariage convenable. J'ai une voix et je suis venu en Angleterre il y a 2 ans pour étudier l'anglais afin de pouvoir chanter dans un oratorio à l'Albert Hall. J'ai rencontré Marc sur le bateau Calais-Douvres alors qu'il revenait de vacances à l'étranger. Il est tombé amoureux de moi et m'a demandé de devenir sa femme. Après quelque hésitation, j'ai accepté. Nous nous sommes fiancés, mais il m'a dit que nos fiançailles devaient rester secrètes, car il avait une vieille tante dont il attendait beaucoup et qui n'approuverait peut-être pas son mariage avec une étrangère, sans relation et chanteuse professionnelle. Dès lors, je me suis méfié de lui et je n'ai pas été très étonné de voir son affection pour moi se refroidir lentement. Peu après, il m'informa, sans ménagement, qu'il avait changé d'avis et qu'il allait épouser une belle Anglaise. Je m'en fichais pas mal, mais je voulais le punir en faisant un scandale, vous comprenez ? Je suis allé chez lui juste pour l'inquiéter, et finalement, j'ai décidé d'intenter une action en rupture de promesse contre lui. Cela l'aurait contrarié, je le sais. Sans doute, sa tante l'aurait-elle rayé de son testament. C'est tout ce que je voulais, mais je ne tenais pas assez à lui pour l'assassiner. D'une manière ou d'une autre, son récit était convaincant. Nous étions tous visiblement impressionnés. Seul le chef semblait visiblement troublé, et je pouvais lire ce qui se passait dans son esprit. « Comme vous le dites, mademoiselle Lowenthal, reprit-il, la police aurait découvert tout cela dans les heures qui suivent. Une fois que votre lien avec l'homme assassiné nous a été révélé, le dossier de votre passé et du sien devient facile à consulter. Il ne fait pas de doute non plus, ajouta-t-il avec insinuation, que nos hommes auraient bientôt été mis en possession de la seule preuve indiscutable de votre totale innocence en ce qui concerne ce funeste après-midi passé au café de Matisse. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle sèchement. « Un alibi. Vous voulez savoir où j'étais pendant que Marc se faisait assassiner dans un salon de thé ?»« Oui, » dit le chef. « J'étais en train de me promener, » répondit-elle tranquillement. « Des courses, peut-être ?»« Non. »« Vous avez rencontré quelqu'un qui se souviendrait de la circonstance, ou vos domestiques pourraient-ils dire à quelle heure vous êtes entré ?»« Non, » répéta-t-elle sèchement, « je n'ai rencontré personne, car j'ai fait une promenade rapide sur Primrose Hill. Mes 2 domestiques pourraient seulement dire que je suis sorti à 3 heures de l'après-midi et que je suis rentré après 5 heures. » Il y eut un silence dans le petit bureau pendant 1 minute ou 2. J'entendais le grattement de la plume avec laquelle le chef griffonnait des figures géométriques sur son buvard. Lady Molly était restée immobile. Ses grands yeux lumineux étaient fixés sur la belle femme qui venait de nous raconter son étrange histoire, avec sa suite inexplicable, son mystère qui s'était épaissi avec la dernière phrase qu'elle avait prononcée. Mademoiselle Lowenthal, j'en étais sûre, était consciente de son péril. Je ne suis pas assez psychologue pour savoir si c'était la culpabilité ou simplement la peur qui déformait maintenant les beaux traits,
durcissait le visage et faisait trembler les lèvres. Lady Molly griffonna quelques mots sur un bout de papier qu'elle remit ensuite au chef. Mademoiselle Lowenthal faisait des efforts visibles pour se calmer. « C'est tout ce que j'avais à vous déclarer, » dit-elle d'une voix sèche et dure. « Je crois que je vais rentrer chez moi. » Mais elle ne se leva pas de sa chaise et sembla hésiter, comme si elle craignait que la permission de partir ne lui fût pas accordée. À son grand étonnement, et je dois l'avouer au mien, le chef se leva immédiatement et dit de façon tout à fait urbaine: « Je vous remercie pour les informations utiles que vous m'avez données. Bien sûr, nous pouvons compter sur votre présence en ville pour les prochains jours, n'est-ce pas ?» Elle parut très soulagée et reprit aussitôt son charme et son élégance d'antan. Son beau visage s'éclaira d'un sourire. Le chef s'inclina devant elle et, malgré son assurance visible, elle le regarda très attentivement. Puis elle s'approcha de Lady Molly et lui tendit la main. Ma chère Lady la serra sans hésiter. Moi qui savais que c'étaient les quelques mots griffonnés à la hâte par Lady Molly qui avaient dicté la conduite du chef à l'égard de mademoiselle Lowenthal, j'en étais réduite à me demander si la femme que j'aimais le plus au monde n'avait pas serré la main d'une meurtrière. Chapitre 4. Vous vous souvenez sans doute de la sensation provoquée par l'arrestation de mademoiselle Lowenthal, accusée d'avoir assassiné M. Markleton en lui administrant de la morphine dans une tasse de chocolat au café Matisse de Regent Street. La beauté de l'accusé, le charme indéniable de ses manières, le caractère jusque-là irréprochable de sa vie, tout cela tendait à faire prendre violemment parti au public pour ou contre elle, et le lot habituel de correspondances amateurs, de suggestions, de récriminations et de conseils se déversait dans le bureau du chef dans des proportions titanesques. Je dois dire que, personnellement, toute ma sympathie allait à mademoiselle Lowenthal. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas psychologue, mais je l'avais observée lors de la première entrevue au bureau, et je ne pouvais me défaire d'une certitude absolument irraisonnée que la belle chanteuse viennoise était innocente. Le tribunal de première instance était bondé, comme vous pouvez l'imaginer, en ce premier jour de l'enquête. Et, bien sûr, la sympathie envers l'accusée monta en flèche lorsqu'elle chancela jusqu'au banc des accusés, belle encore, malgré les ravages causés par l'horreur, l'anxiété, la peur, face au péril mortel qu'elle courait. Le magistrat fut très aimable avec elle. Son avocat fut d'une assiduité irréprochable. Même nos confrères, qui devaient témoigner contre elle, ne firent que leur devoir et furent aussi indulgents que possible dans leurs déclarations. Mademoiselle Lowenthal avait été arrêtée dans son appartement par Danvers, accompagnée de 2 constables. Elle avait toujours clamé haut et fort son innocence et continuait de le faire, plaidant d'une voix ferme « non coupable ». Les principaux arguments en faveur de l'arrestation étaient, tout d'abord, le mobile incontestable de déception et de vengeance à l'égard d'un amour infidèle, puis l'absence totale d'un quelconque alibi, ce qui, dans les circonstances, ajoutait certainement à son apparente culpabilité. La question de savoir où la drogue fatale avait été obtenue était plus difficile à prouver. Il avait été déclaré que M. Markleton était directeur de plusieurs sociétés importantes, dont l'une exerçait une activité de droguiste en gros. Il fut donc soutenu que l'accusé, à différents moments et sous un prétexte ou un autre, s'était procuré des médicaments auprès de M. Culledon lui-même. Elle avait admis avoir rendu visite au défunt à son bureau dans la ville avant et après son mariage. Mademoiselle Lowenthal écouta toutes ces preuves contre elle avec un visage dur et figé, tout comme elle avait écouté la déclaration de Catherine Harris sur sa visite à M. Culledon à l'Orbury House, mais ses traits se détendirent lorsque les différents employés du café Matisse furent placés dans le box.
Un très grand chapeau appartenant à l'accusé fut montré aux témoins, mais bien que la police ait soutenu la théorie selon laquelle il s'agissait du couvre-chef porté par la mystérieuse dame au café lors de cet après-midi fatidique, les serveuses firent des déclarations nettement contradictoires à ce sujet. Alors qu'une jeune fille jurait qu'elle avait reconnu le chapeau en question, une autre affirmait qu'il était nettement plus petit que celui dont elle se souvenait, et lorsque le chapeau fut placé sur la tête de mademoiselle Lowenthal, 3 des 4 témoins refusèrent catégoriquement de l'identifier. La plupart de ces jeunes femmes déclarèrent que bien que l'accusée, lorsqu'elle portait le grand chapeau, semblait être la dame en question, il y avait quelque chose de différent en elle. Avec cette imprécision, qui est une caractéristique habituelle et très irritante de leur classe, les filles répondirent finalement à toutes les questions en refusant de jurer positivement pour ou contre l'identité de mademoiselle Lowenthal. « Il y a quelque chose de différent chez elle », affirma positivement l'une des serveuses. « Qu'est-ce qui est différent ?» demanda l'avocat de l'accusé en insistant sur ce point. « Je ne peux pas le dire », fut l'éternelle et exaspérante réponse. Bien entendu, la pauvre jeune veuve fut mêlée à l'affaire, et là, je pense que les opinions, et même les expressions de sympathie, étaient assez unanimes. Toute cette tragédie lui avait été indiciblement douloureuse, bien sûr, et maintenant elle devait lui sembler doublement douloureuse. Le scandale qui s'était accumulé autour du nom de son défunt mari avait dû ajouter le caractère poignant de la honte à celui du chagrin. Markeldon s'était comporté de manière aussi insensible avec la jeune fille qu'il avait manifestement épousée pour des raisons familiales et intéressées qu'avec celle qu'il avait rejetée sans scrupule. Lady Irène, cependant, était très modérée dans ses déclarations. Il ne fait aucun doute qu'elle était au courant des démêlés de son mari avec mademoiselle Lowenthal, mais elle n'avait apparemment pas jugé bon de lui demander des comptes sur son passé. Elle ne savait pas que mademoiselle Lowenthal avait menacé son mari d'intenter une action en rupture de promesse. Tout au long de sa déposition, elle s'exprima avec un calme et une dignité absolue, et dans son costume de serge noir très ajusté et sa petite toque noire, elle contrastait étrangement avec la femme plus lumineuse qui se tenait sur la sellette. Les 2 grands arguments en faveur de l'accusé étaient d'une part l'imprécision des témoins appelés à l'identifier et d'autre part le fait qu'elle avait sans doute entamé une procédure pour rupture de promesse à l'encontre du défunt. À en juger par les lettres que ce dernier lui avait adressées, elle aurait eu un magnifique dossier contre lui, ce qui porta naturellement un coup sévère à la thèse du mobile de l'assassinat. Dans l'ensemble, le magistrat estima que les preuves contre l'accusé n'étaient pas suffisantes pour justifier son renvoi en jugement. Il la libéra donc, et sous les applaudissements du public, mademoiselle Lowenthal quitta le tribunal en femme libre. Je sais que le public blâma bruyamment, et à mon avis très justement, la police pour cette arrestation qui avait été dénoncée comme étant aussi cruelle qu'injustifiable. J'étais aussi convaincu que n'importe qui d'autre à ce sujet, car je savais que les poursuites avaient été engagées au mépris de l'avis exprimé par Lady Molly et en contradiction flagrante avec les preuves qu'elle avait recueillies. Par conséquent, lorsque le chef demanda à ma chère Lady de renouveler ses efforts dans cette mystérieuse affaire, il ne fut pas étonnant que son enthousiasme ne répondît pas à son anxiété. Qu'elle fasse son devoir ne faisait aucun doute, mais elle avait très naturellement perdu son intérêt le plus fervent pour l'affaire. La mystérieuse femme au grand chapeau faisait toujours l'objet d'articles de fond dans les journaux, auxquels s'ajoutait l'incompétence de la police qui ne parvenait pas à la retrouver. Dans toutes les vitrines, on pouvait voir des caricatures et des cartes postales représentant un chapeau gigantesque couvrant toute la silhouette de sa porteuse, seuls les pieds et un menton très long et pointu dépassant sous l'énorme bord. En dessous, on pouvait lire « Qui est-elle ? Demandez à la police ».
Un jour, c'était le surlendemain de la sortie de mademoiselle Lowenthal, ma chère lady entra dans ma chambre, rayonnante. C'était la première fois que je la voyais sourire depuis plus d'une semaine, et j'avais déjà deviné ce qui l'avait réjouie. « Bonne nouvelle, Mary, dit-elle gaiement. J'ai enfin obtenu du chef qu'il me laisse les coudées franches. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut d'arguments pour extirper cet homme des mailles de la paperasserie !»« Que vas-tu faire ?» demandai-je. « Prouver que ma théorie est la bonne quant à l'assassin de Markeldon, répondit-elle sérieusement. Et comme préliminaire, nous irons poser quelques questions à ses domestiques à l'Orbury House. Il était alors 3 heures de l'après-midi. Sur l'ordre de Lady Molly, je m'habillai un peu élégamment et nous partîmes ensemble en taxi pour Fitzjohn's Avenue. Lady Molly avait écrit quelques mots sur l'une de ses cartes, demandant instamment une entrevue avec Lady Irene Culledon. Elle la remit au serviteur qui avait ouvert la porte de l'Orbury House. Quelques instants plus tard, nous étions assises dans le confortable boudoir. La jeune veuve, racée et digne dans sa robe noire bien ajustée, était assise en face de nous, ses mains blanches croisées avec pudeur devant elle, sa petite tête, avec sa coiffure très serrée, penchée dans la plus grande attention vers Lady Molly. « J'espère très sincèrement, Lady Irene, commença ma chère lady, de sa voix la plus douce et la plus persuasive, que vous considérerez avec toute l'indulgence possible mon désir croissant, partagé, je peux le dire, par tous mes supérieurs à Scotland Yard, d'élucider le mystère qui entoure toujours la mort de votre défunt mari. » Lady Molly marqua une pause, comme si elle attendait un encouragement pour continuer. Le sujet devait être extrêmement douloureux pour la jeune veuve, mais elle répondit néanmoins avec douceur. « Je comprends que la police veuille faire son devoir dans cette affaire. Quant à moi, j'ai fait tout ce que l'on pouvait attendre de moi. Je ne suis pas de fer, et après cette journée au tribunal de police... » Elle se reprit, comme si elle craignait d'avoir trahi plus d'émotions qui n'étaient compatibles avec sa bonne éducation, et conclut plus calmement. « Je ne peux pas faire plus. » « Je comprends parfaitement vos sentiments à cet égard, dit Lady Molly. Mais vous ne verriez pas d'inconvénient à nous aider, n'est-ce pas, d'une manière passive, si vous pouviez, par un moyen simple, faire avancer la cause de la justice. »« Que voulez-vous que je fasse » demanda Lady Irene. « Seulement me permettre de sonner 2 de vos servantes pour que je leur pose quelques questions. Je vous promets qu'elles ne seront pas de nature à vous causer la moindre peine. » Je crus un instant que la jeune veuve hésitait, puis, sans un mot, elle se leva et sonna. Elle se tourna vers ma chère lady dès que le majordome entra en réponse à la sonnette et lui demanda « Laquelle de mes employés vouliez-vous voir ?»« Votre servante et votre domestique, si je puis me permettre, » répondit Lady Molly. Lady Irene donna les ordres nécessaires et nous restâmes toutes assises dans l'expectative et le silence jusqu'à ce que, 1 minute ou 2 plus tard, 2 jeunes filles entrent dans la pièce. L'une d'elles portait un bonnet et un tablier. L'autre, vêtue d'une robe noire soignée et un col de dentelle délicat, était manifestement la servante de la dame. « Cette dame, » dit leur maîtresse en s'adressant aux 2 jeunes filles, souhaite vous poser quelques questions. C'est une représentante de la police. Faites donc de votre mieux pour la satisfaire avec vos réponses. »« Oh » répondit Lady Molly d'un ton plaisant, choisissant de ne pas remarquer le ton acerbe avec lequel la jeune veuve avait parlé, ni la barrière indubitable d'hostilité et de réserve que ces paroles avaient immédiatement dressée entre les jeunes servantes et la représentante de la police. Ce que je vais demander à ces 2 jeunes filles n'est très difficile ni très désagréable. Je désire simplement leur aimable concours pour une petite comédie qui devra être jouée ce soir, afin de vérifier l'exactitude de certaines déclarations faites par une des serveuses du salon de thé de Matisse,
au sujet de la terrible tragédie qui a assombri cette maison. Vous ferez cela, n'est-ce pas ? ajouta-t-elle en s'adressant directement au domestique. Personne ne peut être aussi convaincante et persuasive que ma chère lady. En un instant, je vis l'hostilité des filles fondre devant le soleil du sourire de lady Molly. « Nous ferons ce que nous pourrons, madame, » dit la servante. « C'est une brave et bonne fille, » répliqua ma lady. « Vous devez savoir que la serveuse en chef du Matisse a, ce matin même, identifié la femme au grand chapeau qui, nous le croyons tous, a assassiné votre défunt maître. » Oui, poursuivit-elle, en réponse à un souffle d'étonnement qui sembla parcourir la pièce comme une vague, la jeune fille semble tout à fait affirmative, tant en ce qui concerne le chapeau que la femme qui le portait. Mais, bien entendu, on ne peut pas permettre qu'une vie humaine soit supprimée sans apporter toutes les preuves possibles à une telle déclaration, et je suis sûre que tout le monde dans cette maison comprendra que nous ne voulons pas mêler plus d'étrangers qu'il n'en faut à cette triste affaire qui a déjà fait l'objet de trop de bruit en dehors de nos frontières. Elle marqua une pause, puis, comme ni lady Irène ni les femmes de chambre ne faisaient de commentaires, elle poursuivit. Mes supérieurs à Scotland Yard pensent qu'il est de leur devoir d'essayer de confondre le témoin autant que possible dans son acte d'identification. Ils souhaitent qu'un certain nombre de dames portant des chapeaux anormalement grands défilent devant la serveuse. Parmi elles se trouvera, bien sûr, celle que la jeune fille a déjà identifiée comme étant la mystérieuse personne qui a pris le thé avec M. Culledon chez Matisse cet après-midi-là. Mes supérieurs pourront alors s'assurer de la pertinence des déclarations de la serveuse en fonction de si elle choisit ou non, invariablement, une même personne parmi un certain nombre d'autres. Vous et vos supérieurs n'attendez quand même pas de mes servantes qu'elles participent à une telle farce, interrompit sèchement lady Irène. Nous ne considérons pas une telle procédure comme une farce, lady Irène, répondit lady Molly avec douceur. Elle est souvent utilisée dans l'intérêt d'une personne accusée et nous demandons vivement la coopération de vos employés. Je ne vois pas ce qu'elles peuvent faire. Mais les deux jeunes filles ne semblaient pas réticentes. L'idée leur plaisait, j'en étais sûre. Elles suggéraient un épisode passionnant et promettaient de la variété dans leur vie monotone. Je suis certaine que ces deux jeunes filles possèdent de beaux grands chapeaux, poursuivit lady Molly avec un sourire encourageant. Je ne leur permettrai pas de porter un couvre-chef ridicule, rétorqua sévèrement lady Irène. J'ai celui que madame n'a pas voulu porter et qu'elle a jeté, proposa la jeune servante. Je l'ai recomposé avec les morceaux que j'ai trouvés dans la poubelle. Il y eut un instant de silence absolu, un de ces moments magnétiques où le destin semble avoir laissé tomber la bobine sur laquelle il enroulait les fils d'une vie et se penche pour la ramasser. Lady Irène porta à ses lèvres un mouchoir bordé de noir, puis dit doucement « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je ne porte jamais de grands chapeaux. » « Non, madame, intervint la femme de chambre, mais Mary parle de celui que vous avez commandé chez Sanchia et que vous n'avez porté qu'une seule fois, le jour où vous êtes allé au concert. »« Quel jour était-ce » demanda lady Molly, l'air de rien. « Oh, je n'ai pas pu oublier ce jour-là » lança la servante. « Madame est rentrée du concert, je l'avais déshabillée, et elle m'a dit qu'elle ne porterait plus jamais son grand chapeau, il était trop lourd. Le même jour, M. Culledon était assassiné. »« Ce chapeau répondrait parfaitement à notre objectif, » dit lady Molly tout à fait calmement. « Peut-être Mary pourrait-elle aller le chercher, et vous feriez mieux d'aller l'aider à le mettre. » Les deux jeunes filles sortirent de la pièce sans un mot de plus, et nous restâmes, nous, les trois femmes, face à face, avec ce terrible secret, à peine dévoilé, planant dans l'air comme un spectre impalpable. « Qu'allez-vous faire, lady Irène ?» demanda lady Molly après un moment de pause, pendant lequel je pouvais littéralement entendre mon propre cœur battre, tandis que je regardais la silhouette rigide de la veuve en crêpe noire, son visage figé et blanc, les yeux fixés sur lady Molly. « Vous ne pouvez rien prouver !»
dit-elle d'un ton de défi. Je pense que si, répondit simplement lady Molly. En tout cas, j'ai l'intention d'essayer. J'ai fait venir 2 des serveuses de Matisse dans un taxi et j'ai déjà parlé au préposé qui vous a servi chez Sanchia, une obscure modiste dans une rue secondaire près de Portland Road. Nous savons que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour commander un chapeau de certaines dimensions et correspondant à votre description minutieuse. Il s'agissait d'une copie de celui que vous aviez vu porter par mademoiselle Lowenthal lorsque vous l'aviez rencontré au bureau de votre défunt mari. Nous pouvons également prouver cette rencontre. Ensuite, nous avons le témoignage de votre servante qui a dit que vous aviez porté ce même chapeau une fois et une seule, le jour, vraisemblablement, où vous êtes allé à un concert, une affirmation que vous aurez du mal à étayer, et aussi le jour où votre mari a été assassiné. « Bah, le public va se moquer de vous !» répliqua lady Irène, toujours sur un ton de défi. « Vous n'oseriez pas formuler une accusation aussi monstrueuse. » Elle ne paraîtra pas monstrueuse quand la justice aura pesé dans la balance les faits que nous pouvons trouver. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns qui sont le résultat d'une enquête minutieuse. Il y a le fait que vous étiez au courant de la liaison de M. Culledon avec mademoiselle Elisabeth Lowendal et que vous avez fait de votre mieux pour que la vieille madame Steinberg n'en ait pas connaissance, sachant que tout scandale autour de son neveu favori aurait pour conséquence que la vieille dame le rayerait, et donc vous également, de son testament. Vous avez renvoyé une domestique pour la seule raison qu'elle était présente lorsque mademoiselle Lowenthal est entrée dans le bureau de M. Culledon. Il y a le fait que madame Steinberg avait rédigé son testament de telle sorte que, dans le cas où son neveu mourrait avant elle, sa fortune vous reviendrait. Le fait que, avec l'action de mademoiselle Lowenthal pour rupture de promesse contre votre mari, votre dernier espoir d'empêcher le scandale d'arriver jusqu'aux oreilles de la vieille dame s'était effectivement évanoui. Vous voyez la fortune vous échapper. Vous craignez que madame Steinberg modifie son testament. Si vous aviez trouvé le moyen et si vous aviez osé, n'auriez-vous pas préféré tuer la vieille dame? Mais la découverte aurait été certaine. L'autre crime était plus audacieux et plus sûr. Vous avez hérité des millions de la vieille dame, car elle n'a jamais eu connaissance des anciennes peccadilles de son neveu. Tout cela, nous pouvons l'affirmer et le prouver, ainsi que l'histoire du chapeau, acheté et porté un seul jour, ce même jour mémorable, et jeté ensuite. Un rire bruyant l'interrompit, un rire qui me glaça jusqu'à la moelle. « Il est un fait que vous avez oublié, milady de Scotland Yard, dit d'un ton vif et strident la silhouette vêtue de noir, qui semblait être devenue étrangement spectrale dans l'obscurité croissante qui enveloppait le luxueux petit boudoir. N'omettez pas de mentionner le fait que l'accusée s'est fait justice elle-même. Et, avant que ma chère lady et moi ayons pu nous précipiter pour l'en empêcher, lady Irène Culledon avait mis quelque chose, nous n'osions penser quoi, dans sa bouche. « Va chercher Danvers, vite, Mary !» dit lady Molly calmement. « Tu le trouveras dehors. Ramène un médecin avec vous. » Au moment même où elle parlait, lady Irène, poussant un cri d'agonie, tomba sans connaissance dans les bras de ma chère lady. Le médecin, je peux vous le dire, arriva trop tard. La malheureuse femme avait manifestement une bonne connaissance des poisons. Elle était déterminée à ne pas échouer. En cas de découverte, elle était prête et capable de se faire justice elle-même. Je ne pense pas que le public n'ait jamais su la vérité sur la femme au grand chapeau. L'intérêt qu'elle suscitait disparut comme par enchantement. Pourtant, ma chère lady avait eu raison du début à la fin. Avec une précision infaillible, elle avait mis son doigt délicat sur le véritable mobile et le véritable auteur du crime, la femme ambitieuse qui s'était mariée uniquement pour l'argent et qui entendait avoir cet argent, même au prix de l'un de ces meurtres les plus ignobles qui aient jamais assombri les annales criminelles de ce pays. J'ai demandé à lady Molly ce qui lui avait fait imaginer pour la première fois que lady Irène pouvait être la meurtrière.
Personne d'autre n'avait pensé un seul instant qu'elle était coupable. Le grand chapeau, répondit ma chère lady en souriant. Si la mystérieuse femme de chez Mathilde avait été grande, les serveuses n'auraient pas été frappées par la taille anormale du chapeau. La personne qui le portait devait être petite, d'où la raison pour laquelle, sous un large bord, on ne voyait que le menton. J'ai tout de suite cherché une femme de petite taille. Nos camarades n'y ont pas pensé, car ce sont des hommes. Vous voyez comme c'est simple.